Salut Nathan, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Tu m'as contacté parce que déjà tu développes une série en ce moment, on se focalisera là-dessus, notamment dans une vidéo prochaine où on va parler de comment est-ce que tu construis la série, comment tu cherches à la produire et tout ça. Et aujourd'hui, on va parler surtout de ton parcours. Donc en gros, comment est-ce que tu as débarqué dans le milieu de l'animation et qu'est-ce qui fait que tu as voulu en faire, les études que tu as suivies et tout ça quoi. J'ai fait un bac scientifique à la base, mais j'ai toujours, depuis le collège, j'ai toujours dessiné dans les marges de cahier jusqu'à décider d'arrêter de le faire dans mes classeurs et de le faire sur des carnets à côté. Ouais. Voilà. Après, le temps que je pense que par rapport à d'autres gens, je me suis rendu compte assez tôt qu'il y avait quand même une industrie autour de l'animation. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, c'était plutôt une passion à côté. Plus le fait que j'ai fait option cinéma audiovisuel en seconde. Donc ça m'a aussi donné cette passion cinéma-là. Et en fait, ça plus dessin, j'ai commencé à regarder un peu les écoles, mais moi je partais plus pour faire des maths à la base. Et puis j'aime toujours les maths, j'aime bien coder, il y a plein de choses que j'aime bien faire que j'ai retrouvées dans l'animation derrière. Et le dessin, c'était plutôt une manière de m'occuper, entre guillemets. Il y avait vraiment ce truc-là où en cours, ça m'aidait à rester concentré, bizarrement. Et en fait, me renseignant sur le milieu, je me suis rendu compte qu'il y avait, qu'en France, on était quand même vachement bien, on est troisième mondiaux, qu'on était plutôt artistiquement, c'était intéressant ce qu'on faisait. Et finalement, qu'il y avait beaucoup de travail, quoi. On n'était pas comme dans ce qu'on pourrait voir en illustration où c'est beaucoup plus difficile pour en peinture, beaux-arts, tout ça, hein, où c'est plus difficile de trouver sa place et d'en faire un métier. Là, on est intermittent du spectacle, on avait des sous et tout. Donc, j'ai sorti un rapport de, du cinéma d'animation que j'ai donné à mon père pour qu'il regarde un peu ça. Et voilà, en fait, j'ai fait mon choix et j'y suis parti là-dedans. C'est vrai que c'est peut-être plus facile, comme tu dis, enfin en tout cas de montrer que concrètement, il y a vraiment des studios, plein de gens qui bossent dedans, que c'est des vrais emplois et tout. Donc c'est peut-être plus facile de partir là-dedans que de dire je vais dessiner des BD où c'est un peu plus flou quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, moi, c'est vraiment quand je vois les étudiants, ils se demandent, mais est-ce que c'est un métier, est-ce qu'on peut en vivre, etc. Et c'est vrai que moi, ces questions-là, je l'ai eu voilà, vers la seconde première, quoi. Ou après, du coup, j'étais un peu là, ah, pourquoi je suis en train de faire mon bac S alors que je pourrais me concentrer à fond sur mes études. Mais en tout cas, ça a résolu beaucoup de problèmes de mon côté et j'ai eu la chance que ça se confirme, puisque quand je suis sorti donc on passe de 2012 à 2017, mais quand je suis sorti en 2017, le métier, il était encore en train de croître jusqu'à aujourd'hui. On va voir si la bulle, elle va éclater, mais pour l'instant, en tout cas, il manque de techniciens dans les studios, quoi. Donc, Ouais. ça dépend des métiers, mais c'est l'idée. Donc, finalement, ça s'est confirmé. C'est un milieu où il y a beaucoup de travail, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, Ouais. au final, au-delà du côté artistique, il y a un côté vraiment artisan. Du coup, je découvre Gobelin, les écoles de 3D aussi. Je suis déjà sur une communauté internet où je connaissais déjà Pauline Ouais. depuis qu'on a 16 ans, quoi. À la base, on était tous sur Blogspot, on s'envoyait des dessins et on commentait les blogs les uns les autres. Ça faisait une petite communauté. Puis après, il y a eu CQFD qui était un forum géré par une ancienne de Gobelin où finalement on partageait des ressources, où j'ai pas fait tant d'exercices dessus, mais où j'ai été assez actif pour justement la partie échange, quoi. Tout ça a fait qu'en fait, j'ai pas mal fait mes armes à côté des écoles que je faisais dès le lycée, quoi. Ouais. Et ça, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont envie aussi de suivre leurs études systématiquement, mais moi, c'est ce qui m'a permis aussi de garder un certain recul quand j'étais dans une école ou une autre. Oui, c'est vrai que c'est un truc que je trouvais bien aussi de mon côté. Je faisais les beaux-arts et en même temps je faisais des vidéos. Donc c'était un petit peu l'école était à côté d'autre chose et c'était pas ma vie quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir une sorte de balance comme ça quoi qu'il en soit. Bah ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais dans les métiers qu'on fait, ça demande quand même une certaine autogestion, quoi. Parce que Ouais. t'as beau travailler avec les gens, ils t'expliquent plus ou moins ce qu'ils veulent, mais en fait, ils pourront jamais vraiment le faire à ta place. Tu peux pas te poser sans arrêt des questions existentielles et te dire que t'es pas assez bon. Il faut juste faire et puis tu vas t'améliorer. Il y a un truc Ouais. très humain. Et donc, l'école a ce côté un peu, on peut aller. Donc, moi, sorti du lycée, j'ai loupé Gobelin, j'ai eu Supinfocom Valenciennes que j'ai eu. J'ai eu cette école-là et j'ai eu les ateliers de Sèvres à Paris. Gobelin, je l'ai tenté 3 fois avant de l'avoir. Et donc, je suis parti plutôt pour l'atelier de Sèvres parce que je voulais vraiment une prépa
qui me faisait dessiner et pas forcément aboutir tout à la 3D. Et je savais que Superfocom, je pourrais le rattraper avec une entrée directe en troisième année. Donc j'ai un Ouais. peu, j'ai un, j'ai dit, bah, tant pis, Superfocom plus tard, mais là je vais faire du dessin parce que j'ai vraiment envie de faire du modèle vivant, de l'observation, ce que j'avais déjà commencé au lycée. Oui, parce que l'atelier de Sèvres, c'est très technique aussi comme enseignement. C'est vraiment apprendre à bien dessiner, à bien concevoir. Je ne sais pas à quel point c'est que du dessin ou s'il y a vraiment toute une partie aussi composition de l'image et des choses comme ça. C'est un peu spécial parce que moi j'y suis allé à l'époque où il n'y avait pas la section animation. Et donc on était tous en prépa générale avec les gens qui faisaient les beaux-arts, les arts déco. Et il y avait de temps en temps des petits stages le week-end et pendant les vacances de 2-3 jours. Où là on était avec les quelques personnes qui voulaient faire de l'animation, mais c'était très peu. Et chaque année, il y avait à l'époque une ou deux personnes qui rentraient au Gobelin. Je sais qu'à l'époque, tout le monde était Gobelin, Gobelin, Gobelin. Moi, je sais qu'à l'époque, enfin, plus j'avançais, plus c'était, peu importe l'école, en fait, Oui. l'important c'est d'avancer. Voilà. Et au final, ça se confirme, c'est-à-dire que quand tu es dans le monde professionnel, je le dis maintenant et on en reparlera plus tard, hein, mais voilà, le parcours, il est pas si important que ça, quoi. Ça donne des contacts et tout, mais C'est plus les postes qu'on va avoir quoi, et les gens qu'on va connaître qui vont permettre de passer d'un truc à l'autre. Parce que j'imagine que dès que tu rentres dans une prod, en tout cas c'est ce que je vois en discutant avec les gens, c'est à partir de là que tu vas rencontrer des personnes qui vont éventuellement te dire bah, il y a telle prod qui se passe, ou alors les gens vont voir ta démo de telle prod et donc t'appeler. C'est plus après l'école que les choses croissent que ça évolue comme ça quoi. et puis des gens compétents dans le sens artisan, pas forcément génie artistique, parce que s'il y a que des génies artistiques, à l'après les prods elles s'effondrent. Il faut aussi, il faut tenir voilà, c'est un rouage quoi. Et donc bah il y a beaucoup de gens très compétents qui sortent de toutes les écoles, hein, même les gens qui sortent des écoles qui sont censées être les meilleures. Des fois sont difficiles à gérer ou pas forcément aptes à tenir des quotas, des délais, un style. Euh, donc il y a ce truc-là où finalement, quand je parlais d'apprendre à s'autogérer, ça commence à ce moment-là, c'est-à-dire que même les écoles que tu vas faire, elles seront jamais parfaites. Ouais. Tout le monde tout le monde se plaint tout le temps des écoles qui font. Tout ça pour dire que Atelier de Sèvres, à l'époque, il n'y avait pas de session animée. Et du coup, on avait cours la moitié de la semaine. Et si tu veux, c'était une année où j'en ai profité pour faire beaucoup, beaucoup de dessins d'observation. Comme on était assez libre, j'allais à la ménagerie du Jardin des Plantes 2 fois par semaine pour dessiner les animaux. Nous, on avait cours de modèle vivant, mais il y avait toutes les classes qui avaient cours de modèle vivant. Et donc, bah, moi, j'allais à tous les cours de modèle vivant de toutes les classes. Donc, je faisais genre 11 heures, 12 heures de modèle par semaine, des fois. Ça dépendait. Mais en tout cas, je faisais au moins 3-4 fois dans la semaine ces cours-là. Donc, forcément, ça aide. Plus l'observation dans le métro. Et puis, même quand tu sors dans Paris, t'es étudiant, tu vas boire des bières, tu dessines les gens. Aujourd'hui, c'est une pratique que j'ai un peu perdue. Mais à l'époque, bah, voilà, c'était le gros de ce que je faisais, c'était ça. Ça, et le fait d'être avec, et ça, moi, j'ai toujours apprécié d'être avec des gens qui faisaient art déco, beaux-arts. Parce qu'en fait, euh, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir finalement à ce que les gens font habituellement en art, puisque moi, j'étais plus cinéma et du coup dessin narratif, et j'avais pas cette culture-là du graphisme, de l'illustration, de l'intention artistique aussi, tu vois, qui va être Ouais. plus dans une image fixe. Je sais pas si t'as eu ça, toi, aux Beaux-Arts. Ben, c'était pas trop technique de notre côté, c'était plus l'idée c'était de former soit des auteurs, soit des artistes plasticiens, le fameux mot où tu fourres tout dedans quoi. Donc c'est pour ça que c'était pas forcément le meilleur truc pour moi parce que enfin de mon côté par exemple je faisais de l'animation un petit peu à côté et j'ai pu en caler dedans. Il n'y avait pas de vrai cours pour faire de l'animation par exemple. Donc c'était plus faites vos trucs, on a quand même des exercices tout ça, mais c'est plus faites vos trucs et nous on va vous aider, vous accompagner à faire vos trucs quoi. Avoir un diplôme cohérent et tout. Bah, nous, c'était un peu ça, hein, en vrai. J'ai eu de la chance d'avoir un très bon prof de modèle vivant qui lui, enseignait un peu l'ancienne manière académique qu'il y avait à l'époque aux Beaux-Arts. J'avais un bon dessin, mais j'avais pas forcément un dessin qui me permettait de mettre en place mes intentions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, je vois. C'est deux choses différentes hein, de réussir à mettre en place ses idées et d'avoir la technique. Des fois, souvent on manque de l'un ou de l'autre, quoi. Je pense que moi, il me manque la technique, alors que de mettre en scène des choses, ça passe. Aussi pour les étudiants qui sont malheureusement confinés en ce moment, mais l'effet de groupe est super important. Les années avant nous, chacun était dans son coin. Nous, on est la première année où vraiment on allait ensemble en modèle vivant, ensemble dessiner, et ça s'est transmis après sur les générations derrière.
avant qu'il y ait la prépa animation. Et il y a eu du coup des groupes vraiment qui se formaient, où moi, dans ma classe, j'ai eu des gens de l'année d'après, Atelier de Sèvres, qui, du coup, ont fait comme nous, parce que Juliette a vu Gobelin, ils se sont dit, ah, c'est comme ça Ouais. qu'ils ont fait, tu vois. C'est marrant comment ça peut entraîner des mouvements, mais finalement, il y a eu des groupes beaucoup plus soudés par la suite. Et c'est super important parce que quand tu es tout seul dans ton coin, tu vas commencer à te comparer aux autres, tu vas te dire que t'es pas à ce Mm. niveau-là, tu vas dire que tu n'y arrives pas. Quand tu es en groupe et que tu es dans une démarche active, de discuter des choses, de t'améliorer sans présupposer de où en est chacun, juste se dire qu'on a ce même but et qu'on avance tous ensemble. Ouais. Tu partages des ressources. C'est un truc où quand tu sors du lycée, tu peux avoir un groupe de dessinateurs dans tes potes, mais t'en es pas un groupe qui se professionnalise ensemble. C'est ça, bah, c'est le gros intérêt de l'école, hein. Quand on parle du réseau, c'est pas juste il y a les studios qui vont venir te chercher, quoi. C'est vraiment, tu vas voir différents profils et tout. Et c'est le gros manque que t'as pas si tu vas pas en école, en gros. Même une autre, c'est pas forcément une école spécialisée ou la meilleure école de France ou quoi. C'est juste un endroit où tu vas avoir des gens à peu près dans les mêmes domaines que toi, quoi. Et si t'as pas ça, tu peux éventuellement rencontrer des gens sur Internet et tout. Mais il faut c'est pas évident de faire ce lien quand t'as pas les mêmes cours et que tu fais pas les mêmes choses pendant toute l'année et tout. Ça peut pas être évident, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison. Du coup, forcément, ça crée des ponts, du coup, les gens connaissent des gens extérieurs, des gens connaissent Ouais. sur Internet d'autres gens. Moi, j'étais très, très actif sur Internet, donc ça m'a permis aussi de proposer plein de choses aux gens qui bossaient avec moi aux ateliers de Sèvres, et inversement, il y a des gens qui avaient des cultures graphiques, BD, ce que tu veux, que moi, j'avais pas, parce que j'ai jamais trop réussi à me mettre à la BD, c'est bizarre, Ouais. mais bon. Après Atelier de Sèvres, du coup, moi je suis parti à l'atelier parce que je voulais faire du dessin narratif. Et donc sortant de ça, j'ai eu Supinfo comme Arles et Gobelin. Et du coup, je suis parti à Gobelin. Dans une école comme Gobelin, tu as plein de gens qui sont très bons, mais pour moi, le gros de la formation, c'est d'apprendre à travailler en groupe et à comprendre où va être ta place professionnellement. C'est vrai que les gens qui arrivent au Gobelin, c'est des gens qui se sont préparés quand même avec un groupe ou tout seul, mais des gens qui sont très bons individuellement. Mais ensuite, il faut arriver à Ouais. ce que tout marche ensemble, quoi. Ça dépendait vraiment des gens. Il y a des gens qui trouvaient pas de stage, même malgré le fait qu'ils étaient au Gobelin. Il y a des gens qui avaient des stages où c'était plus, ils avaient besoin de main-d'œuvre, Mhm. de gens pour aider, ce qui veut pas dire que les stages étaient mauvais. Puis après, tu avais des stages passion qui étaient tout petits, mais au moins tu étais sur la prod que tu voulais et t'apprenais plus en observation qu'en aidant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais à dire des stages, à part que moi j'aurais dû prendre plus de vacances. Je pense que j'ai dû faire. Donc nous, au Gobelin, on n'a pas d'alternance, hein, tu fais tes stages pendant les vacances scolaires parisiennes, Ouais. classiques. Et moi j'ai fait 3 mois et demi de stage en 2 ans. C'est un peu comme les gens qui sont arrivés dans ma classe, c'est-à-dire que personne n'a fait le même cursus. Les Mhm. stages, c'est pareil, personne n'a eu la même expérience, quoi. Il y Ouais. en a qui en ont fait qu'un ou deux, ils en avaient marre, ils en ont plus fait. Il y en a, enfin moi, j'adorais faire des stages et j'ai fait. Donc le premier stage, c'était à la Cachette, à l'époque où ils étaient même pas encore un studio, juste un petit collectif. Ils avaient sorti Kairos et avec Kairos, ils avaient pu faire les séquences 2D dans Mune. Ils avaient fait une interview, une conférence à Gobelin. Et j'en parle parce que c'était super. C'était une initiative d'étudiants qui faisaient venir des anciens pour faire Ouais. des présentations. Ils étaient dans une petite cuisine à l'époque en haut d'un studio de design et ils avaient fait cette conférence. On avait demandé à avoir un stage, enfin j'avais demandé à avoir un stage de 2 semaines et je suis venu animer deux plans sur le final où il hoche la tête et tout. Donc Mhm. c'était première bonne expérience. Je Ouais. pense que j'étais concentré sur la tâche pendant le stage. Je voulais vraiment bien animer. Et le travail d'équipe, je l'ai pas forcément Mhm. compris tout de suite. Et après, comme l'école l'enseignait pas très bien, ça, moi je trouve que c'est un truc qui manque un peu dans les écoles d'anime, c'est donner des clés aux gens pour travailler en équipe, en fait. Ouais. C'était un peu un non-dit. Bah, il y a deux trucs que je me demande justement par rapport aux écoles, c'est parce que j'ai pas fait d'école d'animation moi. C'est à quel point, après ça dépend, on sera juste dans ton expérience à toi bien sûr, à quel point justement, comme tu disais, on t'enseigne ou pas le fait de travailler en équipe, de savoir coordonner les choses, et aussi le côté délai de production et quota. Parce que je sais que c'est un truc, apparemment, il y en a beaucoup qui, en arrivant en production, ne sont pas encore
assez habitués à faire des quotas serrés, des choses comme ça. Et je sais pas comment ça se passe en fait dans l'apprentissage. Bah écoute, je pense que de toute façon, quand tu es étudiant et que tu dois apprendre la théorie, tu peux pas trop parler de quotas sur les premières années. Tu vas entre guillemets les avoir sur ton film de fin d'études, mais là, je dirais que limite c'est l'inverse. Les gens ils explosent leurs quotas parce qu'ils sont en retard. Donc, Ouais. je suis pas sûr que les quotas ce soit facile à enseigner à l'école. Tu les abordes parce que tu as des projets. Les écoles qui ne vont pas te faire de projet, si jamais ça existe, bien sûr que ça va être la galère derrière. Mais a priori, à partir du moment où tu fais nous, au Gobelin, c'est exercice par exercice, donc tu as quand même une certaine période pour faire quelque chose et tu peux estimer un peu ce que tu fais dedans. Sur 4 ans, ça te permet d'avoir une notion de quota. Ouais. Maintenant, le problème derrière, c'est que tu manques d'expérience. Donc, quand tu arrives sur une prod, souvent, tout début, faut t'adapter au style, à la méthodo, à la manière de gérer la production. Tu découvres des nouvelles personnes, tu comprends pas bien les attentes, et plus tu as d'expérience, plus tu vas vite sur ce démarrage-là. Mais donc, tu as un temps de rodage qui est d'ailleurs un peu dommage. Puisqu'aujourd'hui, les productions, les gens restent de moins en moins longtemps sur les productions, ils changent de projet tout le temps, c'est très raccourci. Donc en fait, ce temps de rodage-là et le fait de rester dans une même boîte de production avec les mêmes personnes, il se perd un peu, ce qui fait que tout le monde prend plus de temps à faire tout et est Ouais. plus stressé. Mais bon, donc les quotas, on nous en parle, mais ça va pas plus loin qu'un tableau Excel et après, tu es obligé d'en faire l'expérience. Le travail d'équipe, c'est plus difficile parce c'est pas qu'il y a un côté idéologique dedans, mais c'est quand même tu proposes à des gens une manière de s'organiser, mais du coup, tu leur proposes aussi une manière d'être, tu vois. Ouais. Donc, je comprends quand Gobelin nous fait faire des exercices en équipe, ça c'est bien. Mais après, la résolution de conflits et la manière de s'organiser, tu as des écoles, par exemple, comme Animation Workshop, qui disent, bah voilà, toi t'es réal, toi t'es machin, toi t'es... Et ça aide pas mal à organiser l'équipe. Oui, parce que là, à Gobelin, tout le monde est réalisateur, c'est ça? Voilà, en fait, il y a des Ouais. équipes qui s'organisent différemment, mais donc les films en deuxième année, donc moi, moi c'était en 4 ans. On était les premiers en 4 ans. Deuxième année, c'était films d'Annecy et les films de FX. Les films de FX, on faisait nos équipes. Les films d'Annecy, les équipes étaient imposées. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que chacun savait ce qu'il faisait dedans. Et les films de fin d'études, c'est là où du coup les gens qui se connaissent se mettent ensemble, les autres ils doivent faire des équipes comme ils peuvent, et ensuite, bah voilà, c'est la guerre. Mais avec le bon côté, c'est-à-dire que ça crée un truc organique très agréable aussi, où du coup chacun trouve sa place. Mais, mais donc du coup, t'as pas forcément une question de comment tu répartis les tâches, comment tu donnes des responsabilités. Qu'est-ce que c'est avoir une co-responsabilité sur un sujet? C'est jamais évident. Dans les prods, ça n'existe pas vraiment. Tu as une hiérarchie avec. Il y a des gens qui sont au même niveau, mais ils décident pas pour la même chose. À Apple et Pixar, ils appellent ça Area of Responsibility, ARE, un truc comme ça, je sais plus. Mais l'idée, c'est que tu n'as pas deux personnes qui a le choix sur une décision. Tu as toujours t'as une hiérarchie de personnes avec une personne qui a le choix pour ça, pour ça, pour ça, et qui va décider au-dessus des autres, juste pour avoir quelqu'un qui tranche à la fin. Je sais pas si tu vois ce bouquin, Creativity INC. J'ai dû lire des résumés ou des interviews dessus, ouais. Bah, moi, c'est ce qui m'a appris le travail d'équipe plus ou moins, même si j'ai des nuances à faire sur ce bouquin écrit par Ed Catmull, qui peut poser des problèmes aussi comme personnage. Mais il parle de tout le début de Pixar et avec Steve Jobs aussi et de comment ils organisaient les décisions. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il proposait cette idée que il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable pour avoir ce final cut. Qui évite les conflits, mais il faut que cette personne-là, dans son rôle, elle soit capable de récupérer le feedback de tous les gens en dessous. Donc il y a toute une méthodologie de travail qui permet que ce soit quand même horizontal, mais ça veut dire qu'il faut faire confiance à la personne au-dessus. Et c'était assez intéressant. Donc eux, ils font ce qu'ils appellent des brain trusts. Ils mettent tout le monde, tous les gens qui font du storyboard et les réals des autres films dans la même salle. Ils font un screening, ils balancent plein d'idées. Et ensuite, le réal, t'as cette image de lui tout seul à la table avec plein de post-it et qui doit faire sens de tout ça. Mais ils partent du principe que le réal va se perdre en route et qu'il a besoin des autres pour justement récupérer un peu de clarté. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Bah ouais. En fait, au bout d'un moment, t'as plus le recul et t'as plus le temps de l'avoir, ce recul. Le plus gros problème que j'avais quand j'étais sur mes exercices au Gobelin, c'est que je pouvais tout faire. Et t'avais des gens dans la classe qui faisaient leur premier jet et qui allaient super vite. Et super bien, et qui faisaient bien les choses parce qu'ils avaient un bon instinct, une bonne manière de faire.
T'avais ceux qui avaient déjà pas mal d'études derrière eux et qui savaient faire différentes options, choisir à l'intérieur, faire l'étape d'après, choisir à l'intérieur jusqu'à arriver au résultat final. Moi, j'étais encore, j'ai toujours été assez très théorique, donc je me perdais à la fois sur, je veux vraiment comprendre comment on fait. Ouais. Ça m'a servi plus tard, mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps à l'école. Et ensuite, je voulais faire au mieux. Et donc, pour faire au mieux, je voulais avoir toutes les options. Et je me souviens qu'un prof m'avait beaucoup aidé. C'était un prof de théâtre, rien à voir, mais sur l'exo d'acting qu'on avait. Il m'avait dit, bah, moi j'étais toujours perdu, j'arrivais pas à choisir. Il m'avait dit, tu listes toutes les options possibles que tu veux faire. Ouais. Et une fois que tu n'as plus d'idées, c'est bon, tu as tout mis. Et tu arrêtes d'y penser et tu railles. Pour moi, il y a deux choses qui m'ont manqué. C'était l'apprentissage du travail en équipe et contextualiser les exercices qu'on faisait au sein d'une narration de film général. Et ça, moi, c'était le gros truc qui m'a manqué. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait des années où j'ai fait du dessin technique et tant mieux, j'avais un peu de bagage en arrivant. Mais j'ai aussi fait de la narration. Et quand je suis arrivé au Gobelin, les exercices étaient très prenants. Mais ils nous préparaient pas à travailler sur un film derrière. On faisait des exercices de marche, de course, du mouvement. Oui, tu sais pas dans quoi ça allait se mettre, quoi. Enfin, ouais. Tu travailles pas le fait de dessiner avec une intention derrière. Et pour moi, le problème, c'est que si tu le fais après, bah, tu as un moment où tu dois recalibrer ce que tu fais techniquement avec ce que tu veux raconter. Et c'est assez dur. Et le scénario, finalement, le storyboard, par exemple, on a eu 2 semaines juste avant notre film d'Annecy, mais on n'en a pas eu avant. Scénario, on l'a eu on l'a eu à la fin de la 3e année, juste avant l'année du film de fin d'études. Ouais. Mais au final, heureusement qu'on avait tous un peu à côté fait, par exemple, CQFD pour certains, on était plusieurs à avoir été passés dessus, et pour d'autres, juste du scénar ou des stages en board ou des trucs comme ça. On a pu un peu expérimenter ça, mais pour que tout le monde dans la même classe soit à la page pour pouvoir travailler ensemble, il pouvait y avoir un décalage sur même les manières de faire un scénario. Et c'est pas grave s'il y a un décalage tant que les personnes peuvent trouver un terrain d'entente. Mais quand t'as pas éprouvé cette matière-là, de qu'est-ce que c'est un scénario, tu peux pas choisir comment t'organiser. Et quand tu dessines un design de personnage pour un exercice, parce que c'est un exercice de marche, tu peux le faire de manière random, tu peux prendre un personnage que t'aimes bien, mais si tu fais 2 ans d'exercices techniques où tu te poses pas trop cette question-là. Alors, on a eu un peu Cara Design, tu vois, mais on n'a pas eu mise en scène, intention, qu'est-ce que tu veux dire avec tes films, sans aller jusqu'à faire Art déco Beaux-Arts, remettre en question la société moderne, tu vois. Juste se dire, voilà, c'est ça que je veux faire avec ma scène, j'ai envie d'exprimer ça, et c'est quoi les outils que j'ai pour l'exprimer dans la composition, dans le montage. J'aurais aimé faire scénario, puis storyboard, puis... En fait, j'aurais aimé le faire dans l'ordre d'une production, moi, à l'école. Quitte à me foirer techniquement, mais au moins savoir ce que je cherche à chaque exercice. J'entends les gens qui disent l'inverse. Hein. D'abord, tu dessines bien, et ensuite, tu auras les armes pour faire la suite. Oui, et puis même par rapport aux écoles, il y a des écoles qui font l'un et des écoles qui font l'autre. De ce que je comprends, l'MK, c'est très réalisateur, tu vas gérer tout le film, toutes les étapes, les comprendre, et sans forcément avoir la technique très poussée, que tu dois apprendre la technique presque par toi-même à côté, quoi. Alors que Gobelin, ça peut être un peu le truc inverse si on caricature le truc. Il n'y a pas d'école qui a l'air de vraiment avoir tous les blocs qu'il faut pour vraiment savoir à la fois réaliser, mettre en scène, avoir les intentions des plans et en même temps être très fort en technique. J'ai l'impression que c'est vraiment séparé en différents pôles d'école en fait, selon ce que tu veux apprendre, mais tu ne sais pas forcément à l'avance quel type d'école. Donc il faut vraiment parler aux étudiants et voir comment s'est passé les années d'avant et tout, parce que tu vas à l'MK ou tu vas au Gobelin ou tu vas à Supinfocom, ça va pas être le même délire quoi. Ouais, ça change super vite en plus, les superviseurs, les écoles d'une année sur l'autre, Ouais. les exercices. Moi, je sais que le Gobelin que j'ai fait, il est là maintenant, ils sont en 5 ans. Et ils font un truc pas mal, ils sont passés en mode master où ils font 2 ans de technique, 3 ans de réal, et tu peux arriver en 3e année ou en première année. Donc il y a un peu ça. Moi, une des rares écoles que je trouve bien gérée, c'est la Poudrière, où là, pour le coup, connaissant des gens dedans, il n'y a pas de technique, il n'y a que de la réal, mais c'est juste tous les exos qu'il faut pour apprendre. Niveau narration, c'est super, donc c'est forcément une très bonne étape post-Gobelin. Le problème étant ces écoles qui veulent faire les deux, comme Gobelin, il faut les avoir dans l'ordre, c'est pas évident. Et je trouve que de temps en temps, du coup, ça peut faire que certains élèves vivent mal leur scolarité parce que ils savent pas où donner de la tête entre les exos techniques et la réal, quoi. Et quand tu arrives sur un projet en groupe
qui est sur la fin de tes études et que finalement c'est comme si tu étais au lycée, que tu devais faire un exposé tous ensemble. C'est pareil, sauf que tu t'engages sur beaucoup de mois et il faut bien s'organiser, quoi. Savoir pousser une intention à plusieurs, c'est super dur. Et le truc, c'est que même dans le monde professionnel, c'est vraiment, c'est vraiment important, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être encore manquer de ça après, derrière, quoi. On se retrouve finalement à avoir des fois des jobs un peu froids où bah, tu exécutes pour avancer le truc, mais t'as pas forcément, je veux pas caricaturer parce que c'est pas vrai, hein, il y a plein de prods où ça se passe, mais ça peut arriver que tu fasses la technique et qu'on te demande d'avancer le film, que toi tu as envie de donner un peu d'intention, mais qu'en fait t'es pas quelque chose qui puisse te recentrer le projet global pour que ce personnage-là, quand toi t'es en train d'animer dans ce shot-là, tu ressentes ce qu'il doit exprimer vraiment. On va te dire, voilà, là il est content, il est triste, d'un storyboarder qui aura fait le travail pour toi. Oui, ça, de toute façon, il y a une partie qui se fait voilà, quoi, sur le terrain, en production et tout. Et comment ça s'est passé pour toi dans les premières prods que tu as faites, ou en tout cas l'évolution que tu as eu, qu'a eu ton rôle dans les différentes prods, parce que tu as fait à la fois de l'animation et tu as aussi fait du storyboard certaines fois. Donc, quelles sont les choses que tu as, c'est une question très large, hein, les choses que tu as appris, qui t'ont aidé à avancer, les choses où peut-être que tu t'attendais pas à ce que ce soit comme ça dans la réalité, quoi, dans la vraie vie d'une prod. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu aurais à dire sur tes expériences au fil des années, des choses que tu as vues comme ça? Bah, je peux repartir vite fait sur les stages parce qu'il y a 2-3 choses Ouais. à dire sur les suivants. Donc, parce que le premier sur Mune, c'était intéressant, mais c'était très court. Après, j'ai pu faire 1 mois chez TV Paint. Et là, c'était vraiment intéressant pour moi parce que j'ai découvert comment les gens faisaient un logiciel, les contraintes qu'ils avaient sur les licences, sur les piratages. Ça ressemblait à quoi une bêta test. Et aujourd'hui, en animation, sans les logiciels, ça va être difficile, quoi. Donc, comprendre comment ça marche, que tu demandes aux boîtes, comment tu peux collaborer avec eux. Donc, TV Paint, storyboard un peu sur Ladybug, c'était intéressant. Super grosse prod qui a bien décollé derrière, parce qu'à la base, c'était vraiment un pari du réalisateur. J'ai appris beaucoup. Après, c'était typiquement, dès que je faisais des stages de board, j'étais souvent un peu... pas inutile, mais c'était difficile, quoi. Enfin, je pouvais faire du clean, mais j'étais très lent. Le board, c'est vraiment exigeant comme métier. Donc j'ai eu la chance de le faire, ça m'a vraiment permis de progresser moi personnellement. Mais voilà, c'est l'exemple de stage où t'as beau faire tout ce que tu peux, des fois t'es pas forcément la personne utile pour faire avancer le projet. C'est pas le but d'un stage, mais t'as toujours envie de... Ouais, d'avoir un petit rôle, quoi. Ouais. J'ai fait pareil, après je suis allé sur la semaine en stage de board aussi, et bah, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Je vais lire les scripts, voir les gens qui faisaient les boards et tout. J'ai fait du clean de board. J'ai été utile, mais voilà, j'ai pas forcément pu sortir un board présentable derrière, même une séquence cleanée que j'aurais faite. C'était dur, quoi. C'était vraiment laborieux. T'as beau avoir un bon dessin quand t'es en board. Je me suis vraiment rendu compte que dès que t'es dans une intention, c'est super dur de garder l'énergie de ta composition, la cohérence d'un plan à l'autre, l'expression du personnage. Et en plus de ça, de venir rendre ça solide, cleaner. C'est un gros travail qu'il y a eu sur le trailer de ma série, qui était d'arriver à garder l'intention de board, mais d'arriver à un résultat technique à la fin. Ce que font très bien les Satoshi Kon et compagnie, mais voilà, quand tu es étudiant, déjà juste faire un dessin de personnage dans la perspective, c'est dur. Alors, en plus, commencer à te dire qu'il faut pas que ce soit théâtral avec le personnage en pied, mais que tu es en train de mettre une focale vue du dessus, du dessous. Comment t'exprimes tout ça? Il y a plein de choses à apprendre. Comment la perspective, ça marche. Souvent, même, je vois les gens en 3D et les gens en 2D, quand ils parlent de perspective, c'est pas le même vocabulaire. J'ai l'impression que quand je parle avec les gens en 3D et que je leur dis un zoom versus un truck-in, enfin, faire avancer la caméra dans l'espace et zoomer avec l'appareil, eux, ils font la différence. En 2D, en 2D, les gens, ils font pas forcément toujours la différence. Souvent, c'est un peu la même chose, quoi. Bon, bah, tu croppes dans ton cadre. Alors qu'en fait, quand tu fais avancer la caméra, t'as les OL qui avancent. Quand tu zoomes, c'est juste vraiment un crop et c'est pas le même mouvement de caméra. T'es pas en train de t'approcher. Ouais, c'est le côté physique en 3D. Tu peux vraiment parler aussi de lentilles et tout. C'est vraiment comme une caméra, quoi, avec le décor qui va être plus ou moins écrasé. Enfin, Quand tu comprends cette théorie-là, de la photo, tout ça, bah, en 2D, tu as aussi cette possibilité de jouer sur tes focales. Même si en 2D, les gens jouent sur la focale, ils vont pas forcément jouer la déformation du personnage dans la focale, par exemple. Tu vois, il y a des trucs, des détails, ou des intentions où tu peux t'en couper, même si aujourd'hui, on a en France des borders
pas qui font du Satoshi Kon, mais presque, quoi. T'as vraiment des grands malades en dessin. Il y a ce côté réaliste aussi, justement, dans la façon de cadrer et tout, très inspiré du cinéma, certainement, de ce que tu disais au début. Ouais, bah, c'est ça que j'ai découvert aussi quand je faisais mes études, c'est que moi, j'ai jamais réussi, alors je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'avais cette base cinéma, mais j'ai jamais réussi à faire un truc vraiment soit disneyen ou animation japonaise. J'ai toujours été un peu, à un moment, bloqué par ce fait que j'aimais bien le dessin académique que je faisais avant en modèle vivant et que j'aimais bien le cinéma et que j'arrivais pas à m'exprimer avec le langage juste japonais, animation animée, shonen, quoi. Ouais. Et j'arrivais pas non plus à m'exprimer juste avec le côté Disney très théâtre et qui bouge beaucoup. Et je me retrouvais beaucoup plus dans l'idée de faire un storyboard avec peu de dessins, avec des bons cadres qui font la mise en scène sans que ça bouge trop. Malgré le fait que j'adorais l'animation, mais je me retrouvais plus là-dedans, dans cette idée de gérer des cadres et du dessin. Jusqu'à mon film de fin d'études, c'était quand même assez dur, hein. Mon film d'Annecy, on était une équipe avec Laila qui a fait les décors, qui a aussi fait le film de fin d'études avec moi, qui est très graphique. La mise en scène, on a réussi à faire quelque chose qui était un peu plus organique que ce que je peux faire moi tout seul, dans le sens où c'est très conceptuel en fait. En fait, on devait faire des films hommage aux grandes fans de l'animation. Donc là, c'est Alison Devers qui a été la première femme primée à Annecy. Et on est parti sur cette idée de la peur de montrer son œuvre au public. Et donc son œuvre qui se transforme en trophée, au début, elle l'a créée, ça lui échappe des mains, elle la rattrape et elle se retrouve sur la scène. C'était un peu l'idée, quoi. Donc ça, c'est en deuxième année d'école. Deuxième année, voilà. Classique que tu as pendant une journée à Annecy, ça passe avant tous les films. Mais ça reste un truc qu'on attribue pas mal à l'animation, tu vois. On voit pas vraiment ce genre de choses en cinéma, enfin en prise de vue réelle. Je sais pas ce que t'en penses, mais... L'aspect très fluide du passage d'un moment à l'autre et tout. Je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais c'est ça que je retiens le plus dans ce film-là, quoi. C'est vraiment comme si c'était une seule ligne. Je sais qu'il y a différents plans, mais on a l'impression que c'est juste une caméra qui flotte et qui tourne autour des choses, quoi. L'intention, elle apparaît un peu pure, donc par le dessin, hein, ce qui est déjà une forme simplifiée et métaphorique, bah, on arrive plus facilement, je trouve, à toucher ce côté métaphorique des choses. Et ça, c'est un truc où, bah, même si on fait de l'animation réaliste, il faut pas le perdre, se dire qu'on a cette possibilité-là avec l'animation. Et je pense que Satoshi Kon a pu, en un sens, récupérer cette essence-là de choses qu'on peut faire en animation et qu'on peut pas faire en prise de vue réelle, malgré le fait qu'il voulait un style, un référencement plus dans le cinéma pour aussi toucher des gens qui iraient pas forcément vers l'animation. Ensuite, quand on est parti sur le film de fin d'études, en fait, en troisième année, on a tous dû faire un film d'animation 3D. Et entre le film d'Annecy et la troisième année, je crois que tout le monde a un peu fatigué avec l'animation. Je sais pas pourquoi, dans mon année, tout le monde a fait des films dramatiques réalistes. On avait une toute petite équipe de 3 personnes. Parce que l'idée pour nous, c'était pas d'en foutre plein les yeux, c'était vraiment de se concentrer sur la mise en scène, le graphisme, l'animation des plans importants. Mm-hmm. Et donc on a fait Quand j'ai remplacé Camille, où on a essayé de faire un film entre cinéma, drame, horreur, malgré le fait que c'était un court-métrage et que on n'allait pas pouvoir faire un truc réaliste comme d'autres équipes ont pu le faire, quoi. On s'est concentré sur qu'est-ce que l'animation va nous permettre d'exprimer et en même temps, comment on va faire pour quand même parler aux jeunes adultes et sortir de ce langage animation japonaise, animation états-unienne. On a eu quelques festivals et moi j'ai commencé à travailler. J'ai fait un peu de storyboard à Cube et j'ai réalisé un petit clip pour le chanteur pour enfants Aldebert. Ça, je l'avais vu d'ailleurs quand il est sorti. Je l'avais écouté plusieurs fois. J'adore le clip et tout. Je trouve qu'il est trop bien. Et je crois que j'ai vu sur ton LinkedIn que en gros vous l'avez fait super vite. Et ça, je savais pas que ça avait vraiment été une production très serrée, quoi. Ouais, même avec peu de gens, quoi. Ouais, mais c'était ça qui était intéressant. Finalement, je me suis rendu compte que grâce à mon film de fin d'études, j'étais devenu assez... je me gérais pas trop mal. Et je trouve que je me gérais mieux dans cette période-là que maintenant. Mais je faisais moins de choses en même temps. Non, mais donc, du coup, ils m'ont switché de storyboarder sur Athleticus à ce clip-là, où au final, j'ai proposé des gens. Il y a eu une fille de ma classe qui faisait les designs déjà pour lui... qui s'appelle Elena, qui nous a fait une partie des layouts. Et puis après, c'était animation limitée, storyboard limité, et j'ai réutilisé tout ce que je savais faire. Et
en très peu de temps, on a réussi à arriver à ça. Avec la chanson, elle est super, donc ça aide forcément. Je trouve ça super que le mouvement soit quand même clair et lisible avec peu de choses. En fait, je trouve que c'est surtout, ça te permet de mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, d'abord, c'est qu'est-ce que tu racontes avec les moyens que tu as. Et après, t'élabores sur l'animation, le, le graphisme, le rendu. Et moi, j'aime toujours avoir ces briques principales très économiques qui te permettent d'organiser ta pensée, organiser la mise en scène. Et c'est important d'apprendre à le faire pour derrière ensuite élaborer un peu plus. Mais il y a aussi cette idée que j'ai pas envie de passer des années et des années à finaliser quelque chose qui peut avoir une intention très claire avec peu de choses à faire, quoi. Finalement, si tu peux faire 3 films, est-ce que c'est pas mal aussi? Ouais, il faut trouver une balance encore une fois, ne pas en faire trop s'il n'y a pas besoin d'en faire trop, quoi. Comme dans un plan en particulier sur une production où tu vas pas le faire bouger dans tous les sens, il faut juste lui faire tourner la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu peux pas faire que des Miyazaki dans le sens où des fois c'est juste le public. C'est-à-dire tu touches un public restreint, tu vas peut-être faire un film avec une économie restreinte aussi, quoi. Et du coup, finalement, tu trouves les solutions. Ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'on a pas mal cette culture-là en tout ce qui va être série, puppet et 3D, et, de bien s'organiser, d'aller à l'économie, de gérer ses assets, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. C'est plus dur, je trouve que c'est plus dur en 2D. On a tendance à faire, que ce soit les artistes ou les prods, ça se trouve, j'ai des bêtises, hein, mais on a tendance à pas savoir vraiment bien mettre le curseur sur où est-ce qu'on va faire de la full anime à fond et où est-ce qu'on va faire une mise en scène économique. Ils l'ont réussi sur Last Man, mais sinon, tout ce qu'on fait en 2D, c'est vraiment des trucs, des clips, des longs métrages après coûtant qui sont financés par le CNC et qui sont très bien, mais qui sont d'une exigence incroyable. En tout cas, il y a toujours un truc que j'ai essayé, c'est peut-être un peu par vanité, mais que j'ai essayé de faire dans mes projets, c'est montrer, regardez comment c'est économique, mais comment ça marche. Ouais, voilà. Bah, ça fonctionne bien, du coup. C'est vraiment un truc qui ressort aussi dans le film quand j'ai remplacé Camille, quoi. Il y a finalement peu de pauses. Bah, il y a un autre truc que j'aime bien, moi, quand je regarde du board, par exemple, c'est que comme il y a peu de choses, tu, du coup, tu dois projeter un peu plus de toi dedans. Mais donc, c'est comme si tu étais plus concentré sur ce qui se passait. Je sais pas comment dire. Tu remplis les trous, quoi. Comme quand en BD, tu ne passes d'une case à l'autre, bah, t'imagines ce qu'il y avait entre, quoi. Et ben, je trouve que quand tu regardes un board, il y a un peu ça qui se passe. Et une fois que le truc il est fini, il y a un côté un peu, on te prend par la main et finalement, tu peux décrocher, quoi. Et sur Quand j'ai remplacé Camille, il y a plein de trucs qui grattent un peu. Il y a les compositions qui changent. Des fois, il y a des plans qui sont moins bien animés. Des fois, c'est fixe. Des fois, il y a peu d'images. Mais c'était mon impression, mais je manquais de recul. Mais c'est toujours mon impression aujourd'hui. C'est que du coup, tu as une atmosphère qui se dégage de ça. De devoir projeter un peu de toi-même dans le film. Après ça, je suis allé un peu à Londres, bosser avec Golden Wolf. J'étais déjà allé à Londres, j'avais fait un super stage à The Line un été aussi. Dans les deux cas, ils étaient à la cachette 3-4 et The Line, ils étaient 4-5 sur place quand j'y étais. Et après, quand une prod se lance, ils chopent des artistes et ça grossit un petit peu. Mais la cachette, ils ont vraiment grossi que en 2018-2019 quand ils ont commencé à faire Love, Death and Robots. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là aussi. The Line, là, ils ont un peu grossi, ils ont changé de local, ils prennent plein de freelance en plus. Je sais pas comment ça se passe, j'ai pas eu de nouvelles, mais ce qui est sûr à la cachette, c'est qu'ils ont toujours voulu garder une proximité avec les techniciens, mais quand ça grossit, tu peux plus. Ils en parlent aussi bien dans le bouquin dont je te parlais tout à l'heure, Creativity. C'est que en fait, ils s'étaient posé des règles au début, mais ils se sont rendu compte qu'à chaque fois qu'ils grossissaient, ça marchait plus et qu'il fallait s'attendre à régler des problèmes en fait. Que tu peux pas graver dans le marbre toutes les règles à toutes les étapes et que du coup c'est bien d'essayer de s'organiser, mais c'est bien aussi de rester souple et pour pouvoir le plus vite possible changer la manière dont tu vas bosser. Et je pense que même au sein d'une même boîte, selon la quantité de personnes, le style du projet, le budget que tu as, il faut être capable de se dire bon bah là on peut pas se permettre d'avoir des feedbacks de tout le monde, c'est pas possible, il faut juste que chacun finisse ses plans, tant pis ce sera pas parfait. Et puis il y a des fois où justement si tu permets pas ce feedback là, même s'il y a les sous, le truc il est dans une espèce de mélasse où il y a 40 versions mais ça n'avance jamais et au final tu as perdu des sous plutôt que de les utiliser pour faire un beau film, quoi. Donc tout ça pour dire que la cachette ils ont
pas réussi, même s'ils le voulaient, à forcément garder une proximité avec tous les gens, comme quand moi j'y étais sur Love, Death and Robots, quand on est passé de Love, Death and Robots où tous les matins ils venaient dire bonjour dans la salle et on discutait un petit peu et on mangeait tous ensemble parce qu'on pouvait, on était une dizaine sur place quoi. À Primal où d'un coup il y a eu 2-3 salles, c'était pas mal aussi, la mode était un peu à l'open space et en fait à Cube c'était comme ça. Ça peut aussi être un peu intimidant et un peu impersonnel, du coup t'oses pas trop déranger, t'as pas vraiment de relation avec les gens. Et là, comme il y avait plein de petites salles, il y avait chaque salle qui avait un peu ceux qui aimaient bien parler, ceux qui aimaient bien être tranquilles, la salle commune pour faire des pauses, ça séparait un peu les choses, c'était bien aussi. Ouais, les conditions de travail, de toute façon, le lieu et tout, ça joue aussi parce que tu passes des mois dans un environnement, quoi. Donc, Ouais. forcément. Bah, c'est vrai que aussi moi j'étais à 15 minutes à pied. Alors par rapport au Gobelin où j'étais à l'autre bout de Paris, les transports, moi j'essayais de partir tôt le matin, ça me permettait d'arriver avant les cours à l'école. Et souvent je partais un peu plus tard que la fin des cours de l'école. Donc comme ça j'avais des transports assez vides. Dans les transports je faisais du croquis, je lisais des bouquins de théorie, je faisais mes scénars. Et finalement, ça faisait 1h30 par jour, plus le temps d'avance à l'école et de départ en retard, où je pouvais avancer mes projets, dessiner pour moi, etc. Et c'était un temps que je chérissais pas mal, quoi. Et quand j'ai commencé à avoir que 15 minutes de marche, ça a disparu tout d'un coup. Tu avais finalement plus de temps libre en vrai, sauf que tu l'as comblé d'autres choses qui n'étaient pas aussi pertinentes, quoi. Finalement, j'avais repris le sport, ce qui était bien. Alors, étonnant, film de fin d'études, je me mets à l'escalade. Je pensais que ça, enfin, je sais pas, ça m'a passionné. Je faisais plus de sport depuis la fin du lycée. J'avais fait beaucoup de sport avant. Et je pense que ça m'a sauvé mon année de film de fin d'études aussi. Moi, je pensais que j'allais plus pouvoir en faire à la fin de mon année quand je serais en rush sur mon film. Mais en fait, ça m'a tellement permis de décompresser, de me reposer. Il y a aussi un côté social dans l'animation avec l'escalade, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Donc finalement, tu vas grimper avec tes amis qui te parlent des autres prods, qui parlent. J'imagine vraiment, tu sais, en fait. Ça me permettait déjà d'avoir un pied hors de l'école. Je grimpais avec un des mecs de la cachette aussi, donc même si j'avais déjà fait mon stage là-bas et tout, ça a dû jouer aussi dans le lien, quoi. Ouais. On a parlé de ce que j'allais faire après, trucs comme ça, donc ça c'est une partie de ça, mais bon, j'ose espérer que c'était pas juste parce que j'ai grimpé que j'ai fait ce job-là, mais en tout cas, c'était un contact pour savoir que la prod était encore en train de... Bref. Et surtout, bah, comme j'allais escalader le soir et je rentrais avant minuit, j'étais crevé, je dormais bien, j'avais accumulé plein d'énergie, et à la fin de l'année, là où tout le monde commençait un peu à vouloir juste finir le film, bah, je me sentais pas fatigué, quoi. C'est une bonne chose d'avoir une activité comme ça et d'autres choses que juste le dessin, l'animation. Peut-être que j'aurais pu plus travailler encore, mon année de film de fin d'études, mais peut-être que j'aurais eu moins de discernement pour faire le film. Et que finalement, il s'agissait pas tant de faire un expo technique et de mettre une quantité de travail dingue dedans, mais plutôt de bien le conceptualiser, de bien le mettre en place. Et quand on a bossé en équipe, ça nous a permis aussi d'avoir parce qu'on était 3 avec 3 jobs différents dans ce projet-là, et ça me permettait de moi d'avoir un peu un lien et une base pour aider les gens à s'organiser, supporter voilà, le fait qu'il y avait beaucoup à faire et décharger un peu de charge mentale de tout le monde. Je me suis occupé d'organiser l'équipe, quoi. Là où Leïla, artistiquement, elle tabassait, que Rémi, il faisait toutes les animations de nage super difficiles. Moi, je me suis occupé plutôt du layout, storyboard, layout des personnages, storyboard. Mais c'est Leïla qui a fait tous les designs, elle est repassée sur tous les layouts aussi. C'était une énergie qui a servi à la fin pour finaliser un peu le film, quoi. Même si les autres étaient plus crevés que moi, quoi. Un danger aussi qu'a pu avoir Leïla, c'est qu'elle a bossé au début d'année, elle a bossé à côté des cours. Donc elle avait raison parce que c'était des super jobs qui permettaient de mettre le pied à l'étrier pour la suite. Mais donc elle avait ce truc où elle bossait pour le film de fin d'études, mais on prenait pas d'avance. Mais elle faisait bien son taf sur ce qu'il fallait faire, et sauf qu'à la fin de l'année, elle était très crevée là-dessus. Peut-être aussi qu'on a été trop ambitieux, et peut-être que ça peut être un peu moi qui ai poussé là-dessus, mais il y avait un entre-deux où on a tous eu de l'énergie qu'on a mis ailleurs, et après à la fin de l'année, tu découvres où t'en es. Donc après la cachette, j'ai eu de la chance parce qu'on était sur Love, Death and Robots avec un storyboard fait par... donc c'est pas eux qui ont scénarisé l'épisode qu'on a fait, un vieux démon. Pour moi, alors, la cachette, il y a un côté, il y a un design qu'on reconnaît, qui vient un peu de... Ils étaient tous sur NSCST à un moment. Il y a un côté, le trait ancré, mais quand même à être précis, de pas être clean, mais de
quand même pouvoir animer et d'avoir en plus un côté graphique agréable. Ça, c'est vrai que pour moi, ça fait une grande différence parce que tu vois rarement ça ailleurs que mes voisins les Yamada et Ernest et Célestine, quoi. Et donc, il y a un truc un peu artistique là-dedans. Il y a aussi le fait que ça économise le clean-up. Ça, c'est des plans à moi, ça aussi. Mais le plus intéressant, c'est voilà, toute la séquence de début, ça. On peut aussi analyser l'Updated Robot, sortir les fichiers TV Paint, montrer comment moi j'ai organisé le truc. Ouais, ça ce serait une méthodologie qui peut être, qui peut montrer que c'est possible en fait. C'est surtout ça le but aussi de ces vidéos-là, c'est de dire il y a plein de voies, plein de façons de faire. Tous les jours, moi je vois des autodidactes. Hein. Puis même, ça c'est intéressant pour les étudiants, l'école, ça donne un cadre et ça donne des bases. Mais tu pourras jamais approfondir avec un cours d'école en fait. On va te faire une conférence, on va t'expliquer des bases, quelqu'un va essayer de vulgariser ce qu'il connaît lui en tant que professionnel. Des fois, il va le faire très très bien. Si les gens ont la chance d'avoir Antoine Antin ou Christophe Serran, c'est vraiment super comme cours. Et après, t'en as d'autres qui expliquent plus ou moins bien, qui vont être juste là en intervenant sur ton exercice, te donner des tips. Mais tu n'auras jamais la connaissance de lire un bouquin entier dessus. Et de faire ta propre théorie et de l'écrire dans ton coin et de tester et ça va te prendre du temps sur les temps que tu as pour faire des beaux exercices, avoir des bonnes notes. Moi j'ai surfé entre les exercices où j'appliquais ce que j'avais appris et j'avais des bonnes notes et entre guillemets des exercices où j'étais tout juste fini, mal fini. Tu voyais que ça allait être bien mais c'était pas fini parce qu'en fait j'ai essayé de très bien faire les premières étapes pour comprendre comment ça marchait. Et j'ai aucun regret là-dessus. Alors, l'école ne peut pas se permettre d'avoir que des élèves qui ne font pas les exercices parce qu'ils ont envie d'apprendre de leur côté. C'est pas très intéressant. Et moi, j'ai tiré beaucoup de choses de l'école et je pense que j'ai fait ma part d'exercices sympas pour que l'école puisse être contente de ses élèves. J'insiste sur le fait que l'école, c'est une passerelle pour les gens que tu rencontres, les professionnels des stages, la théorie. Ça te donne des pistes aussi, genre, ah bon, les time charts, ça existe, c'est quoi? Bah, tu vas voir ce que c'est. Et après, tu regardes des vidéos, tu comprends comment ça marche, tu analyses, tu te dis, ah ouais, donc il n'y a pas un prof qui va te dire, quand il y a cette action-là, si tu le fais au tiers ou au demi, tu sens plus ou moins l'impact, parce que quand tu fais une fumée, cette méthode-là, par rapport à cette méthode-là, il y a des trucs qui sont trop du détail, quoi. Tu peux pas le dire à quelqu'un qui doit juste apprendre les bases. C'est pour ça qu'analyser de son côté, c'est vachement bien, soit d'aller choper les films en eux-mêmes, soit d'aller choper les refs. Ils partagent sur Twitter leurs refs. Très souvent, t'en as plein comme ça. Donc tu peux aller choper les choses, regarder comment ils font leurs intervalles aussi, comment ils dessinent, est-ce qu'ils mettent tous les traits, machin, est-ce qu'ils mettent des couleurs. Et c'est un vrai truc d'aller regarder tout seul en fait, de voir comment ça marche, image par image. C'est vraiment ça, quoi. On décompose, on compte, on voit ce qui se passe, quoi. Je regarde les James Baxter notamment, c'est des mines d'or ces time charts. Parce que contrairement à d'autres animateurs style Lemkin, il est très organisé Baxter. Il y a vraiment des time charts très très précises avec des sous-charts et des breakdowns. Et si t'es pas organisé, tu vas pas savoir identifier tes clés, tes breakdowns, revenir à une time chart pour pouvoir soit assister toi-même ton anime, soit faire assister par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu es organisé et que tu as tes clés, tes breakdowns, et que tu sais utiliser un out of peg, c'est assez facile d'intervaller une anime réaliste en fait. Si par contre tu fais une anime réaliste mais que tu fais tout un peu de manière organique, c'est-à-dire que chaque dessin, tu dois gérer ton volume, ton spacing, dans la rotation, dans l'espace. Et moi j'admire les gens qui sont capables de faire ça, mais j'ai pas la foi. Tu m'as dit que tu as bossé aussi sur Ernest et Célestine 2, mais je savais pas qu'il y avait un 2. Ils l'ont peut-être annoncé, je pense. Hein, je crois que je dis pas de bêtises, mais. Ah oui, donc c'est quelque chose qui va arriver, d'accord. Oui. Juste entre les deux, il y a eu Flea, le directeur d'anime qui s'appelle Kenneth. Il est super. Il a cette méthode de faire le minimum de dessins, mais alors là, il est allé jusqu'à pas mettre de easy in, easy out la plupart du temps, quoi. Et c'était intéressant parce que j'étais en télétravail, donc ça veut dire. T'as des quotas, mais tu dois faire confiance aussi à la prod, et la prod doit te faire confiance. C'est vraiment assez spécial, surtout de bosser pour un autre pays en anglais. Voilà. Et ensuite, t'avais il y avait quand même, c'était bien organisé. T'avais vraiment, il y avait aussi ça à la cachette, hein, mais anime clé, assistana, clean-up, couleur. Il y avait une redirection d'anime avec la correction à la bonne étape, ce qui était assez important. Et ça, c'est pareil, c'est un truc où quand tu bosses en équipe, quand tu es étudiant, c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on t'apprend. Des fois, on t'apprend à animer, mais on t'apprend pas, par exemple, à corriger les plans des autres ou à préparer ton plan pour travailler avec quelqu'un. Et tu vois, il y avait ce genre de plans. Ça, c'est moi qui les ai faits. Un breakdown et un extrême.
Donc là, ça va vraiment être, il va vraiment falloir choisir la bonne pause, parce qu'il y en a beaucoup moins aussi quoi, sur lesquels se raccrocher. Ouais, c'est ça. En fait, tu dois trouver des solutions pour que dans tes breakdowns, il y ait des extrêmes et dans les extrêmes, tu aies des breakdowns, quoi. Bah, merci à toi d'avoir partagé tout ça, et puis on se voit bientôt pour une prochaine. À Merci. bientôt. Bye bye.